on a toujours 3 fois plus d'objets qu'on pense. Parce qu'en fait, un Français sur 2 achète des objets qu'il n'utilisera jamais. Donc on peut tous fouiller dans nos placards, nos greniers, nos caves, etc. On va trouver des trucs encore emballés, tout neufs, tout poussiéreux évidemment, mais pas du tout utilisés. C'est quand même un non-sens. C'est-à-dire que, par exemple, je crois qu'en moyenne, on pense qu'on a 10 paires de chaussures, et en fait, un Français en moyenne en a 30. En fait, il y a une phrase qui revient souvent, et qui est en fait notre pire ennemi là. On se dit toujours, ça peut toujours servir. Et en fait, ce truc-là, faut vraiment lutter contre, parce que nous, voilà, toute la philosophie de Give, c'est en fait, on veut passer du ça peut toujours servir à ça doit servir à quelqu'un d'autre. Donc en fait, ça, c'est une vue de l'esprit de ça peut toujours servir. C'est, je sais pas, une peur de manquer ou en fait, on valorise encore ce qu'on a payé pour un objet en se disant, voilà, j'ai quand même payé tant pour cet objet, je vais pas m'en débarrasser, je vais pas le donner, etc. Alors qu'au final, la valeur, elle est perdue, enfin, la valeur, elle est disparue, quoi. En fait, je pense que notre concurrent numéro 1, c'est la flemme. Non, mais c'est vrai. Parce que en fait, c'est par défaut, les gens aussi pensent que faire quelque chose de positif, c'est contraignant. En fait, c'est une question qu'on me pose toujours. Expliquez-moi cette idée de l'économie, du bon sens, etc. En fait, on nous demande d'expliquer quelque chose qui est logique. Alors qu'on devrait plutôt questionner et demander aux gens qui créent des modèles non vertueux, pourquoi ils créent ces modèles-là. Parce que la communauté est clé, parce que l'entraide nous possède, on a décidé de mettre en lumière tous ces visionnaires. Bienvenue dans le podcast Build a City for Good de Daphne. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis accompagnée de mon acolyte Paul Bazin. Hello tout le monde. Qui est partenaire chez nous. Et nous allons ensemble interviewer un des entrepreneurs les plus engagés de la place, Hakim Baka, qui est le cofondateur de Give. Alors Give, oui, G-E-E-V, c'est l'application que vous devez télécharger tout de suite, oui, tout de suite en nous écoutant. Pourquoi ? Car c'est l'application du don d'objets qu'on doit tous avoir en 2023. Oui, on doit tous avoir le réflexe aujourd'hui de donner plutôt que de jeter ou mettre aux encombrants. C'est la mission d'Hakim et Florian depuis 2016 et que nous sommes très fiers de soutenir chez Daphne depuis 2018. J'espère que je suis bon dans les dates, messieurs. Ouais, c'est bon. C'est à peu près ça ? C'est ça. Vous verrez, vous n'en tirez que du positif. Give, c'est tout bénef. On favorise le réemploi des objets, on lutte contre le gaspillage, on fait plaisir et on favorise aussi l'entraide. Aujourd'hui, Give compte plus de 5 millions d'utilisateurs en France et en Belgique. L'application a permis de faire plus de 25 millions de dons. Aujourd'hui, la petite news, c'est que vous venez de lever 1,7 million avec 1500 contributeurs via une plateforme qui s'appelle Tudigo. On les remercie. Ouais, c'est top. Et tu nous en parleras plus tard. Hakim est là aujourd'hui pour nous éclairer et nous alerter sur l'impact de notre consommation et la manière dont chacun d'entre nous allons pouvoir faire évoluer nos usages sans faire de gros efforts. J'ai terminé avec mon intro. Hakim, peux-tu commencer à te présenter, nous raconter rapidement d'où tu viens et comment l'aventure Give a commencé ? Avec plaisir, merci de me recevoir. J'ai donc Hakim Baka, j'ai 39 ans. Je suis entrepreneur, je suis parisien, je suis né à Paris, grandi à Paris. Et voilà, j'ai toujours été très, très consommateur de seconde vie, mais sans mission particulière, tu vois, juste par bon sens. T'as des trucs qui ont été utilisés, qui peuvent être utilisés. Donc j'ai toujours chiné, voilà, depuis très longtemps, depuis que je suis ado. Et plus tard, après plusieurs projets qui n'ont pas du tout marché. Dans le don comme pas ça, du tout, rien à voir, dans des plein d'idées très différentes. On a avec, je vous fais la version courte, avec mon associé, détecté voilà, une opportunité d'usage, de business, voilà, d'impact. En sortant d'école Non, bien plus tard, en 2015. Ah oui. 2015. Ça allait pas dans les chiffres là. Voilà. 39 ans, 2016, non, ok. Ah, ou alors il a eu des études très très longues. Ouais. Bac plus 20. Ouais. C'est clair. Non, en 2015. Et en fait, on s'est rendu compte que quand tu veux te débarrasser d'un objet, tu essaies de le vendre, c'est un peu un réflexe culturel, mais que les plateformes de vente ont un taux de succès qui est assez faible. C'est entre 20 et 40%. Donc ça veut dire qu'il y a entre 60 et 80% des objets que tu poses sur une plateforme qui restent sur la plateforme, enfin qui ne partent jamais. Et nous, on a essayé de voir quelles étaient les alternatives à côté de ça, tu vois. Donc il y a évidemment les assos qui ont récupéré une partie, c'est très très bien. Il y a le stockage qui équivaut à de la poubelle, parce que quand tu stockes, l'objet perd sa valeur d'usage et finalement il est gaspillé.
Et il y avait le don, mais qui était réservé aux proches, entre guillemets, à l'entourage, mais qui n'était pas digitalisé. On s'est dit, ce truc-là, on était en plein boom des marketplaces, est-ce qu'on peut le marketplaciser, entre guillemets? Et voilà, et on a testé ça d'abord dans des communautés, pendant 1 an et demi, sur Facebook, etc., qui ont très bien marché. On est monté à... qui existe toujours d'ailleurs. Aujourd'hui, il y a 400 000 personnes encore sur Facebook, donc c'est cool. Ah ouais. 400 000, alors c'est peut-être pas actif, mais en cumulé, 400 000 membres. On en a beaucoup plus dans l'appli. Et voilà, et finalement, tous ces enseignements des communautés nous ont permis de lancer une application au printemps 2017 qui s'appelle Give. Génial. Et donc aujourd'hui, tu peux nous rappeler un petit peu les chiffres clés qu'on devrait tous avoir en tête quand on rachète, qu'on achète, des choses qu'on n'a pas besoin ou qu'on a ou qu'on stocke ou... je pense qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Ouais, déjà, il y a un chiffre qui est assez fou et on peut chacun faire l'exercice chez soi sur une typologie d'objets. On a toujours 3 fois plus d'objets qu'on pense. Parce qu'en fait, un Français sur 2 achète des objets qu'il n'utilisera jamais. Donc, on peut tous fouiller dans nos placards, nos greniers, nos caves, etc. On va trouver des trucs encore emballés, tout neufs, tout poussiéreux évidemment, mais pas du tout utilisés. C'est quand même un non-sens. C'est-à-dire que, par exemple, je crois qu'en moyenne, on pense qu'on a 10 paires de chaussures et en fait, un Français en moyenne en a 30. Donc, ça veut dire qu'on a des objets qui dorment comme ça dans les placards et qui finalement sont gaspillés parce qu'ils s'abîment. Ça prend de la place. En plus, qu'on soit citadin ou pas, on est toujours en manque de place, donc ça sert à rien d'encombrer nos placards. Mais en fait, ça joue aussi sur le fait que déjà, on n'a pas connaissance de ces inventaires qu'on a chez nous. Et aussi, il y a il y a une phrase qui revient souvent et qui est en fait notre pire ennemi là. On se dit toujours, ça peut toujours servir. Et en fait, ce truc-là, faut vraiment lutter contre parce que nous, voilà, toute la philosophie de Give, c'est en fait, on veut passer du ça peut toujours servir à ça doit servir à quelqu'un d'autre. Donc en fait, ça, c'est une vue de l'esprit de ça peut toujours servir. C'est, je sais pas, une peur de manquer ou en fait, on valorise encore ce qu'on a payé pour un objet en se disant, voilà, j'ai quand même payé tant pour cet objet, je vais pas m'en débarrasser, je vais pas le donner, etc. Alors qu'au final, la valeur, elle est perdue, la valeur, elle est disparue, quoi. Donc voilà, donc nous, on travaille vraiment là-dessus et finalement, on travaille sur un gaspillage qui est extrêmement dur à adresser, mais très volumineux, c'est le gaspillage des foyers. C'est-à-dire que, par exemple, le gaspillage industriel, il est concentré. Donc il est très impactant, mais il est très concentré. Le gaspillage des foyers, en fait, on gaspille tous un peu, mais mis bout à bout sur presque 70 millions de personnes, en fait, c'est gigantesque. Donc c'est pas quelque chose qu'on peut faire à la mano. Et par exemple, si on devait transposer notre business dans un modèle physique, ce serait impossible. Ce serait des entrepôts de dizaines de milliers de kilomètres carrés, des camions qui traverseraient la France en long, en large, en travers. Ça marcherait pas. Donc voilà. Donc nous, on s'est dit, il faut qu'on outille les gens avec une app, en l'occurrence. Et finalement, finalement, on a réussi, en quelques années, à faire donner 25 millions d'objets, alors qu'on est 15 personnes. Et votre concurrent numéro 1, c'est Le Bon Coin ou c'est la poubelle? C'est une bonne question. Ou, en fait, ou le placard. Ou le placard. Emmaüs, c'est pas les... Ils donnent. En fait, je pense que notre concurrent numéro 1, c'est la flemme. Non, mais c'est vrai. Parce que en fait, c'est par défaut, les gens aussi pensent que faire quelque chose de positif, c'est contraignant, tu vois. Et alors qu'il y a des choses extrêmement, au contraire, impactantes négativement qui le sont plus. Tu vois, nous, par exemple, notre concurrent aujourd'hui, c'est plus la déchetterie. Et on essaie de prouver aux gens que donner sur l'appli, c'est plus simple, plus rapide, moins contraignant que un truc qui est plus impactant négativement, entre guillemets. Voilà, donc notre use case, entre guillemets, si tu veux, c'est t'as un canapé que t'as pas réussi à vendre, plutôt que d'aller chez ton voisin, lui emprunter sa remorque, le dimanche matin, te lever pour le mettre dans la remorque, faire l'accueil à la déchette, le jeter, etc. et perdre 3 heures, poste-le, dans la journée, quelqu'un va venir le récupérer et toi, tu peux rester sur ton canapé, quoi. Enfin, nouveau canapé. Et je dois dire, c'est assez impressionnant et je pense que tous ceux qui ont testé l'appli en tant que donneur peuvent témoigner. À chaque fois que tu fais un don, que ce soit un canapé, et après, j'aimerais bien revenir sur les typologies d'objets aussi que vous avez. Mais que ce soit un canapé, que ce soit une carte Pokémon, que ce soit un livre, dans les 10 minutes qui viennent, tu as déjà les 5 messages et tu sais pas combien tu as reçu de messages en plus. Mais il y a une telle demande sur cette plateforme qui fait que en fait, tu vois vraiment que c'est pas, si ça peut pas te servir à toi, ça sert forcément à quelqu'un d'autre. Même si tu vois plus la valeur d'usage pour toi, pour cet objet. Alors, évidemment, je suis d'accord avec toi. C'est bien. Et oui, non, mais c'est vrai. En fait, on est sur une plateforme qui a aussi une spécificité. Il y a plus de demandes que d'offres. Donc, pour tous les objets que tu postes, parce qu'ils sont gratuits,
et ils sont pas loin de chez toi parce que l'appli est géolocalisée, il n'y a pas d'envoi, tout est local, bah oui, tu as énormément de demandes. Donc il y a plein de typologies d'objets. Nous, par exemple, sur Give, allez, on va dire en moyenne, sur une journée, on va dire en journée de Star Weekend, c'est plus, tu as toujours entre 14-15 000 personnes connectées en simultané. Il n'y a aucun endroit physique de seconde vie, tu vois, en retail, peu importe, où tu peux exposer un objet à autant de personnes. Donc, et même si c'est un truc très insolite, etc., le volume de demandes fait que tu trouveras toujours quelqu'un. Tu vois, c'est comme ta carte Pokémon, ton pins, etc. Moi, il n'y a pas une personne qui m'a pas dit, qui n'était pas surpris de voir certains objets donnés. Parce qu'en fait, ils se projetaient pas sur mais qui donne ça ou qui récupère ça. Mais si, en fait, il y a des gens qui vont récupérer ça. Par exemple, je sais pas, j'ai n'importe quoi, tu peux collection. Non, mais des fois, c'est des trucs vraiment insignifiants qui ont zéro valeur marchande ni rien. Mais potentiellement, t'as un collectionneur, potentiellement, t'as je sais pas, j'ai n'importe quoi. Oui, tu peux donner un boulon, ça se trouve, c'est le boulon qui manque à quelqu'un. Non, mais c'est aussi ridicule que ça, mais au moins, c'est un boulon qui va pas à la poubelle. Bon, j'exagère sur le boulon, mais c'est l'état d'esprit, quoi, c'est l'idée. Et tu voulais revenir sur la typologie de... Ouais, de savoir un peu qu'est-ce qu'on peut donner, qu'est-ce qu'on doit donner au lieu de jeter. On a parlé du canapé qui est un cas d'usage facile parce qu'en plus de ça, tu as une valeur, donc tu comprends un peu le pourquoi les gens vont le prendre. Est-ce que tu as des exemples d'objets qui sortent un peu de l'ordinaire, qui sont passés par la plateforme et un peu tu vois, le meilleur don qui ait jamais été sur la plateforme? C'est une bonne question. Alors, le meilleur don, c'est très subjectif. Parce que, en fait, ça dépend. Si tu prends l'angle valeur potentielle marchande. Où vous vous êtes dit, ah ouais, c'est dingue, il y a quelqu'un qui a mis une voiture. Ouais, bah oui, il y a des gens qui ont mis des voitures. Oui, mais au final, ça c'est c'est ta première réaction de se dire, il y a quelqu'un qui a une voiture, il y a quelqu'un qui a mis un scooter, il y a quelqu'un qui a mis un bateau, une caravane. Mais au final, imagine, si le truc ne se vend pas, c'est une horreur. Qu'est-ce que t'en fais de ta voiture? Qu'est-ce que t'en fais de ta caravane? Enfin, rien que soit tu vas payer pour en faire et pour la transformer en déchet, ce qui est naze, parce que ça va te coûter de l'argent, et en plus, c'est polluant. Donc en fait, les trucs qui ont l'air les plus dingues et les plus sexy, en fait, c'est à la base, pour la personne qui le donne, un énorme pain, tu vois, un énorme boulet, quoi, à la patte. Donc, en fait, non, il y a vraiment toute typologie d'objets, des objets les plus que tu retrouves vraiment dans le quotidien de tous les gens, à des trucs vraiment très insolites. Mais oui, des fois, t'as des trucs très impressionnants. Par exemple, on a beaucoup de pianos. Alors, par exemple, le piano, c'est un très bon exemple. C'est très sexy, mais en fait, c'est très compliqué. Parce que c'est très lourd, c'est très encombrant, etc. Et quand tu ouvres l'appli, tu te dis, ah, mais c'est dingue, il y a des pianos, quoi. Mais je te jure que c'est pas les objets les plus demandés, par exemple. Tu vois. Alors qu'à l'achat, c'est très cher, mais non, c'est pas, tu vas pas avoir 50 000 demandes pour un piano, quoi. Donc, non, t'as plein de typologies d'objets. Mais oui, par exemple, même nous, la boîte est à Bordeaux. À Bordeaux, j'ai vu, il y a pas si longtemps, un bateau. J'ai halluciné. Ah ouais. En cale sèche, et toi, un voilier de 7 mètres. Je donne un voilier. Ok. T'as pas essayé de le récupérer? Si. Et c'est bien. Et t'as pas Non, triché. J'ai pas allé dans le back-office pour te le mettre en numéro. Honnêtement, alors j'ai pas vraiment essayé de le récupérer. Je suis allé le voir par curiosité. Et effectivement, alors pour la petite histoire, c'était un pro qui avait ça en gardiennage. Ça faisait 10 ans que la personne s'était pas manifestée, donc il savait pas comment s'en débarrasser. Donc il a mis sur Give et il utilisait Give en perso. Et je crois que c'est parti. Mais encore une fois, il y avait des petites contraintes. Fallait quand même aller le chercher, etc. Tu vois, mais pouvoir le stocker. Ouais, voilà. Et puis le truc après. était en gardiennage depuis 10 ans, donc fallait le retaper. Enfin, voilà, c'est très cool, mais il y a un peu de taf. Je veux juste préciser parce qu'on parle beaucoup de gaspillage d'objets, mais on gaspille aussi de la nourriture. Ouais. Et on peut donner de la nourriture. Et tu as même des exemples de personnes qui donnent des légumes frais de leur potager. Ouais. Nous, on a intégré la nourriture en 2019, donc 2 ans après le lancement de l'application. Honnêtement, pas vraiment sur un move business quoi que ce soit, c'était vraiment poussé par la communauté parce qu'ils n'arrêtaient pas de nous le demander. En fait, ils postaient des dons de nourriture dans les dons d'objets. Donc nous, on laissait pas passer. D'un moment, on s'est dit bon, quand même, il y a quelque chose à faire, quoi. Et puis on avait vu qu'à l'étranger, il y avait quelques apps qui faisaient que du don de nourriture entre particuliers. Donc on l'a intégré. Alors il y a du volume, c'est quand même beaucoup moins que les objets, c'est moins de 10% des dons sur l'application. Oui. Ouais, mais parce qu'en fait, t'as les dates de péremption, non? C'est pas plus peur, non? En fait, oui, c'est ça. C'est plus des bloquants culturels et psychologiques. Parce que... et qui sont pas justifiés au final. En fait, si tu veux, l'usage du don d'objets ressemble, comment dire, de l'extérieur à une vente, tu vois.
tu postes une annonce, un objet, la personne te contacte, elle vient, enfin voilà. D'ailleurs, ça. souvent, tu dis j'ai Ça vendu ressemble un au Bon objet. Coin. Non, t'as Bah oui. donné un objet. Alors que t'as pas d'équivalent sur la nourriture. Tu vois, tu vends pas de la nourriture de chez toi. Donc, c'est vraiment, l'usage est encore plus nouveau. Et en plus, t'as, oui, cette petite paranoïa, psychose de est-ce que je vais récupérer de la nourriture chez. Alors, tout part. Hein. Les gens qui posent de la nourriture, tout part. Que ce soit voilà, des gens qui ont fait pousser, comme tu disais, des légumes, qui en donnent, ils en ont trop, ils en donnent. Des produits qu'ils ont achetés, qu'ils n'ont pas aimés, qui donnent. Des lots, tu vois, des trucs comme ça. La très grande majorité, c'est des produits qui sont même pas déballés, donc neufs. Et finalement, ça marche très bien, mais on sent que oui, l'usage, il peine à Et prendre. vous n'êtes pas responsable si... comment vous faites pour vérifier qu'il n'y ait pas des produits qui ont passé la date de péremption et qui ne vont pas intoxiquer Non, je sais pas. Non, mais t'as raison. C'est une très bonne question qu'on s'est posée. Je sais, on se l'est posé, et en fait, alors, sur les millions, parce que je sais plus, on doit être à quand même à plusieurs millions de dons de nourriture maintenant cumulés, on n'a jamais eu, honnêtement, c'est pas une posture marketing ou légale ou machin, c'est pas mes avocats qui m'ont dit de dire ça, on n'a jamais eu aucun problème. Parce qu'en déjà, en fait, nous, on a plusieurs étapes de validation. La première, c'est déjà, comme l'objet, on valide toutes les annonces avant publication. Donc, il y a des objets, par exemple, que tu ne peux pas donner de la grande distrib aux assos. C'est une loi. Voilà. Donc, il y a des catégories de nourriture qui sont jugées à risque. Donc, nous, déjà, tous ces produits-là, on les valide pas. Donc, c'est par exemple les produits à base de crues, tu vois, c'est les crustacés, tous ces trucs-là, voilà, ça passe pas. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, on a intégré dans le produit, voilà, des petites fonctionnalités sympas. Par exemple, tu es obligé de rentrer la DLU ou la DLC, donc la date limite de consommation, etc. Et dès qu'elle est dépassée, l'annonce supprime automatiquement. Et après, le plus important, c'est l'utilisateur final. C'est-à-dire que si tu vas récupérer une denrée qui a l'air pas consommable, en fait, il faut juste pas la consommer, quoi. C'est le bon sens. On en revient toujours. Nous, c'est vraiment ça, toujours le sujet sur le bon sens. C'est juste du bon sens, tu vois. Mais comme au resto, comme partout, si tu vois qu'un truc est pas bon, tu vas pas le manger. Même t'achètes un truc au supermarché, tu loues le truc qui a pas l'air bon, tu le manges pas. Donc, et c'est pour ça, en fait, les gens font preuve de bon sens, donc on n'a pas de problème. Et après, juridiquement, nous, on n'est pas responsable. C'est un peu comme le Bon Coin ou toutes les plateformes classified. Nous, on fait des mises en relation. On n'est pas responsable du contenu. Ok. Très clair. Tu voulais passer à quel sujet, Polo ? Non, moi de toute façon, j'ai un million de questions pour toi. Mais il y a la première question que tout le monde nous pose quand on parle de Give. Give, c'est dans le portefeuille, c'est une des boîtes, je pense, les plus connues. Vous avez une très belle marque. On en a parlé, vous avez 5 millions d'utilisateurs. Et la majorité en France, donc ça commence à être, c'est une des boîtes du portefeuille qui est le plus utilisée, où on peut croiser des gens dans la rue qui l'utilisent. Et quand on pitch Give, tout le monde comprend, mais il y a une question, la première question, tout le monde. Comment vous gagnez de l'argent ? Quelle question originale. Non, mais évidemment, c'est la question qu'on nous pose tout le temps. Et au final, c'est pas si... La réponse est plutôt... Quand on l'explique, et je vais te l'expliquer, même si tu le sais déjà, évidemment. J'espère bien. Il y a nos auditeurs, nos auditrices, c'est eux qui veulent savoir. Non, mais en fait, c'est assez simple. Give, c'est une application. Et en plus, moi, je viens du secteur de la publicité avant, donc on a créé une partie du modèle. C'est un modèle freemium. Donc, on a une version de l'application qui est gratuite avec de la publicité. Donc, on est financé en partie par de la publicité, de moins en moins. Et on réduit même de plus en plus la pression publicitaire. Et on a une version de l'application sans publicité, financée directement par les utilisateurs avec un abonnement. Et cet abonnement, il a le bénéfice effectivement de ne pas exposer les utilisateurs à de la pub. Et en plus, il a plusieurs fonctionnalités de confort, dont celle de pouvoir contacter certains objets en priorité. Donc on donne une priorité de 24 heures à nos utilisateurs sur certains objets, des objets qu'on considère, nous, de confort. Donc, ce n'est pas des produits essentiels. Par exemple, l'habillement, c'est essentiel, l'hygiène, c'est essentiel, etc. C'est, par exemple, les meubles. Voilà. Pour contacter les meubles, il faut, dans les 24 premières heures, il faut être abonné. Après, on peut contacter sans problème, etc. Mais les 24 premières heures, on leur donne une longueur d'avance. Donc, le contact en priorité de certaines annonces et le volume. C'est-à-dire, en fait, un non-abonné peut récupérer jusqu'à 5 dons par mois, un abonné 30. Donc, en fait, l'idée, c'est aussi de les faire entrer dans une conso responsable via la plateforme, etc. et en volume. Et en fait, de les amener presque à sur-rentabiliser l'abonnement. Nous, l'abonnement coûte 25 €. Tu récupères un frigo, c'est bon, ton abonnement, il est rentabilisé. Oui, c'est sûr. Donc, économiquement, ça a du sens et ça marche bien. On a mis du temps quand même à capter ça. Enfin, quelles fonctionnalités
sortir parce que normalement, sur une plateforme de petites annonces, ce sont les gens qui créent la supply qui sont monétisés. Nous, on monétise les gens qui créent la demande. Donc, c'est un effet miroir qui n'était pas facile à intégrer, à modéliser. Et voilà, donc il y a cette partie-là. Et après, donc ça, c'est la partie sur l'audience et la partie B2B. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on met toute l'énergie, l'audience, etc., entre guillemets, à dispo, à contribution pour le secteur majoritairement du retail sur 2 produits. Un produit qu'on commercialise depuis déjà 2-3 ans qui est lié à la reprise. Aujourd'hui, les distributeurs, ils sont obligés de reprendre ton ancien produit. Ouais. Voilà. Donc, Darty, tout ça, boulanger. Exactement. Ouais. Donc nous, et ça leur coûte des sous, on leur propose d'intégrer Give dans le funnel client en physique et en digital pour que leurs clients donnent leur ancien produit chez nous. Donc par exemple, ça fait un peu plus d'1 an qu'on travaille avec Conforama. Tu achètes un canapé sur conforama.fr ou en magasin, ils vont te proposer en priorité de le donner sur Give. Et ça, c'est un service que nous, on leur facture, mais qui leur coûte beaucoup moins cher que le transport. Moi, si je suis client de chez Confo, je vais acheter mon canapé pour remplacer mon ancien. Ouais. Si je demande à Conforama, ils sont obligés d'aller prendre un camion et d'aller chercher mon ancien canapé pour le mettre dans un entrepôt et après le mettre dans la benne. Alors c'est ça, mais c'est même plus court et moins vertueux. Alors la fin, c'est ça. La fin, c'est la benne. Mais en général, c'est des sous-traitants, donc c'est des logisticiens, des transporteurs qui leur facturent le fait qu'ils te reprennent ton ancien canapé, s'ils peuvent le faire, parce qu'en plus, cette obligation réglementaire, elle est très très bien dans l'idée, mais des fois, elle est un peu difficilement applicable. Déjà, tout bêtement, quand un livreur fait une tournée, il a plusieurs trucs dans son camion et il organise son camion. Les produits au bout du camion, dans le fond du camion, c'est les dernières livraisons et les produits au cul du camion, c'est les premières. Mais du coup, lui, il sait pas gérer le fait de re-remplir le camion. Donc en fait, si à chaque fois qu'il livre un canapé, il re-remplit, c'est un enfer. En fait, ça tournait. Donc des fois, il le fait pas, machin. Donc c'est un enfer pour le partenaire, c'est un enfer c'est un coût pour le distributeur. Et à la fin, tous ces produits-là sont gérés par des éco-organismes qui font bien leur taf, mais qui ont encore du mal à créer un circuit de réemploi. Donc il y a beaucoup de recyclage. Donc ton canapé, s'il est encore utilisable, à la fin, il va à la poubelle. Et le recyclage n'est pas une bonne solution. Enfin, en fait, il arrive après le réemploi. Tu vois, Ouais. en fait, c'est comme si tu revalorises la matière première, mais l'objet peut encore avoir 1000 vies. Donc, en fait, le recyclage, c'est vraiment pour les objets qui sont en fin de vie. C'est-à-dire, vraiment, il n'y a plus rien à récupérer, le truc est plus utilisable. Ok, on va essayer de retirer l'essence de ce qui reste, c'est-à-dire le matériau. Mais si l'objet est utilisable, il peut avoir 4, 5, 12 vies, faut qu'il continue, quoi. Mais ça, les gens, ils sont pas conscients, en fait, que c'est la fin de la vie de l'objet, le recyclage, tu vois. Non. Je pense qu'on jette aujourd'hui, on met à la benne ou on donne dans un carton pour Emmaüs. D'ailleurs, Emmaüs, je dis ça, mais ils les donnent aussi. Ça finit où chez Emmaüs? Emmaüs, Emmaüs, ça finit... pareil. En fait, Emmaüs, quand tu donnes à Emmaüs, Emmaüs vend. Emmaüs vend, oui. Ils vendent sur leur point de vente. Et ils ne prennent pas tout, Emmaüs. Alors, en fait, c'est ça. Sur l'associatif, encore une fois, chaque fois je me justifie, mais c'est important parce qu'on n'est pas en concurrence de l'associatif, on est vraiment en complément. Sur le sourcing, ils prennent ce qu'ils peuvent revendre. Évidemment, ils ont une capacité de stockage limitée, donc ils vont pas prendre des trucs qu'ils peuvent pas revendre. Leur objectif, c'est revendre pour financer leur activité solidaire. Donc, ils reprennent ce qu'ils peuvent revendre. Donc, ce qu'ils peuvent pas reprendre, des fois, ça finit sur Give. Très bien. Et ce qu'ils reprennent, ils vendent pas 100%. Et quand ils vendent pas, ça finit à la poubelle. Mais comme n'importe quel acteur aujourd'hui de la seconde vie aussi. Hein. Donc voilà, et c'est impossible, ils pourront jamais revendre 100%. C'est impossible, il n'y a pas autant de demandes. On n'a pas fini la question sur comment tu gagnes de l'argent, parce que tu nous as parlé de l'app de la reprise, le 1 pour 1, où tu sauves la vie des retailers pour la loi AGEC. Exactement. Donc le freemium, la reprise liée à la loi AGEC, et là pour revenir un tout petit peu en amont, le distributeur, aujourd'hui, il a 2 responsabilités, ce que le client a chez lui et ce qui lui reste quand il ne vend pas. Donc nous, on essaie d'adresser les deux avec la plateforme. Ce que le client a chez lui, la reprise. Ce qu'il reste quand il ne vend pas, les invendus. Et là, on est en train d'intégrer, on est en test depuis 6 mois sur l'intégration des invendus des distributeurs sur Give. Donc soit en don, soit en vente. Mais vente après coûtant. Vente vraiment pas cher. Un peu ce qu'a fait, c'est pas un peu, c'est complètement ce qu'a fait Phoenix et Too Good To Go sur l'alimentaire. Voilà. Donc le distributeur a des invendus, on le met sur une appli locale, parce que ça n'est que du local, il n'y a pas d'envoi, il faut aller dans le magasin récupérer ou acheter.
Et voilà, donc c'est des vitrines locales d'invendus, etc. Et c'est un truc qui est très très dur à faire pour les distributeurs parce que c'est des petits inventaires, des fois il reste que 2 produits, des fois 0, enfin pas Ça 0. sert à rien qu'ils le fassent eux-mêmes. C'est ultra compliqué. Ok. C'est ultra compliqué. Donc voilà, donc on a lancé ça, il y a un vrai besoin, on a beaucoup d'écoute, donc c'est très cool. Et voilà, on s'est en test à Bordeaux depuis quelques mois, sur 25 magasins à peu près. Là, on commence à déployer en Ile-de-France et il y a encore plein de trucs à faire. Et c'est quoi les gros pains que vous avez rencontrés justement comment vous avez fait déjà pour attirer autant de millions d'utilisateurs et quels sont les plus gros pains pour aller plus loin et justement pour rendre ce mouvement national, je veux dire, avant de dire mondial. Non, mais tu vois, pour que les gens intègrent, en fait, il faut donner, arrêter de jeter, arrêter d'aller à la déchetterie, donner. Parce que moi, personnellement, quand j'ai donné la première fois, je me suis dit, je disais, j'ai pas envie qu'un mec arrive en bas de chez moi. Je savais pas trop qui allait arriver. J'avais pas l'impression que c'était. Tu sais, j'ai toujours t'as un peu la pression de celui qui va venir chercher le. T'as pas envie qu'il vienne chez toi. Ça a été le cas aussi pour mes parents, tu vois. Ils vont venir devant chez nous, ils vont voir où on habite. Tu sais, t'as toujours en fait une peur. Est-ce que ça a été remonté par beaucoup de gens Oui, mais ça, c'est assez classique des plateformes en C2C. Et ça, tu le gères par de l'outil. Tu gères par de l'outil, c'est-à-dire que donc sur ce sujet de la confiance, c'est le sujet de la confiance. Ouais. Voilà, sujet de la confiance, on l'a géré avec des fonctionnalités qu'on n'a pas inventées. Sur Give, tous les utilisateurs sont logués. Et à chaque fois qu'ils te donnent quelque chose, ils ont une note. Et à chaque fois que toi tu donnes quelque chose, tu as une note. Et en fait, quand tu te retrouves avec un profil qui a que des bons avis, etc. Enfin voilà, profil vérifié qui a 3 ans. Enfin, tu peux te dire bon, cette personne-là, c'est quelqu'un de confiance, etc. Donc, sachant qu'en plus on n'est pas sur une plateforme transactionnelle. Il n'y a pas de transaction d'argent. Donc tous les soucis que tu rencontres aussi liés à des transactions, les arnaques, les négos, enfin voilà, t'as plus de chances de t'embrouiller autour d'une négo que sur un don. Nous, on n'a jamais eu d'histoire de. Tu peux pas vraiment t'embrouiller, quoi. Là, on vient de donner quelque chose. Ouais. Non. Ouais. Oui, c'est que positif. Tu vois, la personne qui vient est super contente, la personne qui donne est contente. Enfin, il peut pas, tu vois, y avoir d'arnaque en fait. Donc oui, ce sujet de la confiance, de quelqu'un vient, etc. Bah voilà, tu vois, c'est outillé, il y a des avis, etc. Ça marche plutôt bien, les gens comprennent, tu vois. Il y a des gens qui font des dons quand c'est des petits dons sur des tiers-lieux, tu vois, autour de chez eux, la boulangerie, le petit supermarché, tu vois. C'est une activité de quartier, donc les gens, ils ont les mêmes repères. Donc ils se retrouvent, tu vois, dans des lieux. On a même testé, à voir si on le déploie plus, des casiers, tu vois. On a testé ça avec... dans une ou deux épiceries pas solidaires anti-gaspi, où les gens déposent un truc dans un casier, Give, et puis après tu vas le récupérer. Donc il y a plein de manières de le faire. Tu vois, il y a plein de manières de le faire. Pour les gros objets, c'est obligatoire. Il faut que quelqu'un vienne. Tu vois. Et c'est aussi le bénéfice pour l'utilisateur. Ton truc est gigantesque, ultra lourd. Enfin, t'es trop content que quelqu'un vienne le chercher. Quoi. Ouais. Donc ouais, ce sujet de la confiance, voilà comment on le gère. Et tu voulais dire un truc ? Non, et ça, et dire que c'est plus simple que d'aller jeter. Ouais. T'as la confiance et le fait en fait, c'est moins painful de le donner sur Give que d'aller à la déchette. Quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, tout se passe dans le téléphone. T'as juste à discuter un petit peu. Faut t'arranger. Et encore ça, on essaie de l'améliorer. La prise de rendez-vous, etc. Voilà, à la limite, c'est le pain qui nous reste sur la partie usage. C'est caler les agendas de particuliers. C'est pas simple. Et c'est pour ça que potentiellement des lieux, tu vois, faire du don asynchrone. En fait, le don, c'est ça. Le don synchrone, c'est pas simple, pas toujours. De se dire rendez-vous, machin, nan. Le faire en asynchrone, ce serait plus simple. Mais et tout à l'heure, tu parlais. Comment ? Sur l'asynchrone, tu as un aspect humain. C'est-à-dire que dans les gros retours aussi des utilisateurs, c'est en fait, j'ai eu le sourire parce que j'ai vu la personne qui recevait et qui m'a expliqué pourquoi elle était trop contente d'avoir ce don, et on a discuté un peu, et il y a quand même un aspect social. Pas que parce que t'as plein de gens qui le font pour l'expérience et tout, et ça c'est génial. Et c'est complètement assumé, et c'est très bien que ce soit le cas aussi. Il y a des gens qui le font vraiment aussi parce que c'est pratique. Tu vois, tu fais ton don, c'est rapide, t'as pas à t'embêter, quelqu'un vient, etc. Voilà. Si pour certaines personnes, ça c'est plus important que discuter, mais c'est pas grave en fait. La finalité, c'est que l'objet retrouve un circuit de réemploi et pas la poubelle. Et tout à l'heure, tu as posé une question, je reviens juste là-dessus parce que c'est important, tu as dit le pain, vraiment le pain de Give. En fait, on n'a jamais eu un pain en termes d'usage. Tu vois, la communauté a très vite grossi, on fait pas de pub, tout est organique, etc. Le vrai pain, c'est le modèle. On s'est lancé sans modèle.
D'ailleurs, quand Daphne est rentrée, quand vous avez investi, on faisait 0. Pré-revenu, il faut quand même le préciser. C'était culotté. On fait un métier de conviction. Mais regarde. Bon, maintenant, on a un modèle. Non, mais c'est ça, trouver un modèle sur une plateforme C2C autour du gratuit, etc. C'est ça le challenge. Et quand il sera plus mûr, etc. Mais en fait, c'est ça qui va impulser aussi une dynamique beaucoup plus forte, tu vois. Et donc, tu disais que la priorité numéro 1, c'était que l'objet retrouve une seconde vie. Est-ce qu'on peut revenir sur ton expression de l'économie du bon sens, et donc l'économie circulaire aussi au global, et juste que tu nous parles un peu de ta vision de ce que c'est en termes d'environnement, en termes de social aussi, on en a parlé un peu, et de pourquoi pourquoi il faut absolument que tout le monde y rentre dedans, quoi. Ok. Alors, tu vois, par exemple, j'ai réalisé quelque chose assez récemment qui me fait un peu marrer. En fait, c'est une question qu'on me pose toujours. Expliquez-moi cette idée de l'économie du bon sens, etc. En fait, on nous demande d'expliquer quelque chose qui est logique. Alors qu'on devrait plutôt questionner et demander aux gens qui créent des modèles non vertueux pourquoi ils créent ces modèles-là. Tu vois, en fait, par exemple, je veux pas, je m'en fous, je cite, on s'en fout, mais non, mais tu vois, en fait, on est transparent. En fait, ce qu'on fait, c'est tellement évident la question n'a même pas à être posée. Pourquoi est-ce que donner c'est bien? Mais ta question elle est bête en fait. Non mais elle est pas bête, mais c'est du bon sens. Le bon sens c'est du bon sens. Le bon sens ça s'explique pas. C'est plutôt, par exemple, on devrait plutôt demander aux gens qui font de la fast fashion de s'expliquer, tu vois, et de se justifier plutôt que de pas nous justifier, mais expliquer. Ah c'est marrant votre économie du bon sens, tout machin. Enfin, c'est lunaire en fait, tu vois. Et aujourd'hui on pose plus de questions aux boîtes à impact, comme avec des gros yeux tout ronds, etc., qu'aux boîtes dégueulasses. J'ai dit dégueulasse, désolé. Mais... non, mais c'est vrai. Oh ouais, je vois de qui tu parles. donc, écoute, l'économie du bon sens, encore une fois, moi, je l'ai dit tout à l'heure, la création de la boîte, c'est même pas, tu vois, c'est pas ma crise de la quarantaine, c'est pas, je me suis pas réveillé un matin en disant je veux changer le monde, etc. Je me suis toujours dit, et je ne me l'explique pas, mais juste parce que c'est du bon sens, tu vois, tout comme tout à l'heure on disait, quand tu ne manges pas un truc qui a pas l'air bon, bah, tu ne jettes pas un truc qui a une valeur d'usage. C'est basique. Moi, j'ai compris ça depuis toujours. Même si, honnêtement, ils écouteront jamais ça, mais c'est pas grave. Certains potes à l'époque se moquaient un peu de moi parce que j'étais le récup boy, tu vois. Non mais, moi, je pouvais vraiment marcher dans la rue, voir un truc sur le trottoir et dire, mais c'est quoi ce truc? Et le prendre, tu vois, et faire 500 mètres avec une étagère sur le dos. Tu passais pour un radin ou pas? Non, non, parce que les gens qui me connaissent savent, j'espère, que je suis pas radin. Mais donc ça n'a rien à voir. Non, je passais pour un brocanteur, tu vois. Voilà, c'était quoi la série là? Les références de vieux. Louis la Brocante. Louis la Brocante, voilà. J'étais Louis la Brocante, si tu veux. Okay. Et parce que chez moi, du coup, parce qu'en plus je suis un peu collectionneur, parce que j'aime bien l'histoire, etc. Voilà, forcément j'avais un intérieur qui dénotait par rapport, tu vois, à la page 14 du catalogue Ikea de tous mes potes, tu vois. Donc oui, et aujourd'hui, ça rigole moins. Donc c'est pas radin malin, ça. Il faut enlever la partie de. C'est pas parce que tu récupères un truc, c'est pas parce que t'achètes pas un truc neuf que c'est parce que t'es proche de tes sous. Tu peux aussi avoir un côté. En fait, c'est juste du bon sens, quoi. C'est juste du bon sens et c'est juste du bon sens. Peut-être de plus en plus une conscience. Même moi, hein, tu vois, je suis devenu un peu expert du sujet. Je l'étais pas quand on a lancé la boîte. Et non, et quoi qu'il en soit, après entre guillemets dans l'équation économique oui, quand tu consommes de la seconde vie, bah c'est cool, il te reste de l'argent pour faire autre chose. Tu vois. Par exemple, et ça c'est le cas aussi tu vois, tu récupères un truc gratuit, tu vois, par exemple, il y en a qui nous disent oui, bah, le piano, comment je récupère un piano? Bah, le piano est gratuit. Bah, peut-être, je sais pas, loue une camionnette, fais-toi payer un transporteur green, enfin, j'en sais rien. Il te reste un peu d'argent pour te payer du service ou du confort. Ou les 400 € que t'as économisé sur ton piano, bah, je sais pas, invite tes potes au resto. Des leçons de piano. Ouais, voilà, paye-toi des leçons de piano. Non, mais ça veut dire, encore une fois, c'est mécaniquement, tu vois, on en parle beaucoup, on parle de beaucoup de pouvoir d'achat. Bah, ton pouvoir d'achat augmente. Tu diminues comment dire, des produits que tu consommes, ton budget, un meublement par exemple. Donc c'est top. Donc tu diminues la consommation pour la planète et tu augmentes ton pouvoir d'achat. Exactement. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a des coins en France où ça marche mieux alors j'ai plusieurs questions. Déjà, est-ce que quand il y a une crise du pouvoir d'achat où tout devient trop cher, tu sens qu'il y a un pic de gens qui se connectent et qui s'inscrivent?
Et est-ce que tu as remarqué cette tendance un peu de la seconde main et de la seconde vie, etc. C'est de plus en plus... c'est dans l'air du temps et on est obligé d'y penser. Est-ce que tu sens que c'est très dans les grandes villes, une tendance dans les grandes villes, ou bien ça commence à faire partie un petit peu de tous les endroits en France et toutes les catégories socio-professionnelles? Plein de questions. Ouais, il y a trop de questions. Non, mais t'as raison. Alors, déjà, nous, depuis la création de la boîte, depuis le lancement de l'appli c'est vraiment d'abord popularisé dans les communautés qui étaient dans les grandes villes. Donc, on a forcément démarré beaucoup à Paris, Bordeaux, Lyon, etc. Plusieurs années après, 6 ans, parce que ça fait 6 ans que l'appli est lancée, oui, l'audience est beaucoup plus diffuse. Donc, on est urbain, très urbain, encore très périurbain. On commence à avoir pas mal d'utilisateurs dans les zones plus rurales. Mais en fait, alors c'est long, mais c'est aussi long parce qu'on fait pas de pub, tu vois. Donc, c'est beaucoup de bouche à oreille, de croissance organique. Donc, la croissance organique, c'est long. Et puis après, oui, il y a une prise de conscience qui est dingue. Nous, on l'a constaté et on a des pics dans l'année. Là, par exemple, on est en septembre. On sort tout juste d'un gros pic parce que la rentrée, c'est hallucinant. Les fournitures, etc. En fait, c'est un moment d'équipement pour les enfants qui est gigantesque et ça a un coût gigantesque. Donc, ouais, là, c'est toujours un pic de dons et de récupération qui est ultra fort. Comme en janvier, quand mamie t'a offert le cadeau que tu voulais pas. Tu vas plutôt aller c'est exactement à ça. Noël. Ah ouais, post-Noël, nous, on a toujours aussi un pic. En fait, le seul creux, c'est entre Noël et jour de l'an. Il y a vraiment une baisse significative qui est pas gigantesque, mais quand même. Parce que les gens sont pas trop chez eux, ils sont en famille, etc. Ils font autre chose. Par contre, après Noël, c'est gigantesque. Les gens ont acheté des trucs, se sont fait offrir des trucs, du coup, ils se désencombrent. Et en plus, ils en ont parlé à Noël. Tu vois, c'est un sujet maintenant, la conso, machin. Voilà, on en parle beaucoup à table. Voilà, c'est un sujet, on en parle avec nos potes. On essaie de pas trop se montrer du doigt et se culpabiliser parce qu'il y a toujours un vilain petit canard dans l'équipe là. Mais ouais, après Noël, t'as toujours là où d'ailleurs où la conso baisse, bah nous la déconso augmente. Ouais. Tu vois, on est vraiment un business contre-cyclique quoi. Et les 5 millions d'utilisateurs, c'est des dîners de Noël, des verres entre potes. Là, c'est organique. Il y a pas de Vous faites pas de la pub dans le métro pour dire hey les gars, allez donner des pianos, des voitures et des canapés. Non, on en a fait un tout petit peu au lancement, la première année, pour amorcer, et puis apprendre aussi. Et on a arrêté, il n'y a pas eu un utilisateur payant depuis 2019. Donc on est en 2023, donc ça fait 4 ans. Et oui, et c'est beaucoup d'organique, c'est 60-70%, c'est du bouche à oreille. Et c'est cool parce que c'est à la fois la plus grosse caution. Quand un pote te dit essaye, c'est dingue, bah c'est génial, c'est la meilleure caution. Et après, il y a beaucoup de RP. On a beaucoup de relais médias. Ça, c'est un canal c'est un canal qu'on travaille beaucoup. Mais parce qu'en fait, aujourd'hui, on adresse 2 sujets qui sont des sujets d'actu ultra forts, la conso responsable et l'inflation. Donc forcément, on a pas mal. Et puis surtout, je pense qu'on a aussi des bons clients parce que c'est facile à expliquer. Tu vois, une plateforme de dons, etc. On a aussi plein de profils très différents. Tu vois, d'un reportage télé à un autre ou un article à un autre, tu peux avoir. Et c'est ça qui est cool. Et je trouve que des fois, les journalistes d'ailleurs jouent pas mal le jeu. Tu vois, ils vont pas dans les clichés de oui, c'est la plateforme que solidaire, etc. Non. Là, on a eu un reportage il y a pas longtemps. Je sais pas, il y a eu un portrait effectivement d'un couple, je crois qu'il y avait vraiment pas beaucoup de pouvoir d'achat, situation compliquée, etc. Et puis après, un couple qui gagnait, je crois, 5 000 euros net chacun et qui utilisait GIF quand même pour récupérer, important, pas que pour donner, pour récupérer et donner, et de manière complètement décomplexée, ce qui est très cool. Justement, en parlant de cette communauté qui est très forte, organique et qui, du coup, reste avec vous sur le long terme, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres de rétention côté donneur et côté aussi receveur? Alors, c'est à peu près les mêmes. En fait, nous, notre objectif, c'est, comme beaucoup d'applis, je pense, de les faire passer à l'action rapidement. Et nous, les 2 actions principales, c'est tu donnes, tu récupères. Pardon. Les 2 actions principales, c'est tu donnes et tu récupères. Donc, si l'utilisateur donne ou récupère dans à peu près, alors la première semaine, on est sur une rétention à 90 jours qui est entre 70 et 80%. Ce qui est quand même très cool pour une app. Colossal pour une app. Ouais, ce qui est très fort pour une app. Mais encore une fois, en fait, à la fois, on pousse pas à la surconso, parce que tu peux pas surdonner, tu vois. Tu peux pas surrécupérer. À un moment donné, tu es forcément limité. Et donc,
et c'est pas dans notre ADN, mais nous, on veut vraiment intégrer une plateforme sur le long terme, tu vois. Donc, il y a des gens qui viennent une fois par an, c'est bien. Il y a des gens qui viennent une fois par jour, c'est bien aussi. Mais ce qui veut dire, c'est que le don est aussi gratifiant, en fait, que de recevoir quelque chose. Là où, normalement, tu préfères recevoir que donner. En fait, c'est tout aussi gratifiant l'acte de don. Il y a une vraie étude scientifique, genre j'ai pas le nom, tout ça, machin, mais il y a un vrai truc scientifique, je l'ai lu et je te le ressortirai. La zone du cerveau qui est activée, et qui crée la satisfaction quand tu fais un don, c'est la même que quand tu fais une vente. Donc en fait, tu as un vrai, je sais pas quelle hormone, endorphine, peu importe, mais tu as un vrai truc même physiologique, tu vois, genre ça te fait du bien. Donc oui, il y a un vrai truc qui se passe, ouais. Donner, c'est gagner. Donner, c'est gagner. Mais give make you smile, quoi. Hein, make you happy. Ah, pardon, c'est international. Comment faire pour que ce mouvement, voilà, sensibiliser encore plus? Comment tu crois que, tu vois, j'imagine qu'en 6 ans, 7 ans, là, vous avez vu le marché évoluer, les consommateurs, les modes de pensée, mais là, comment aller plus vite et comment accélérer pour que déjà vous preniez un peu plus d'ampleur et que ça avance et qu'on donne plus, quoi. Il y a 2 trucs en fait. Alors, le premier, c'est effectivement, il faut que tout le monde en parle. Voilà. En fait, si c'est facile, hein, c'est le principe de vérité. Si chaque utilisateur en parle à 2 personnes et ces 2 personnes en parlent à 2 personnes, enfin, au bout d'un moment, tout le monde sera au courant, voilà. Et on a réussi à trouver une place dans le quotidien des gens et le téléphone des gens. Et les 2 sont pas faciles. Donc, a priori, ça devrait le faire. Je vois pas pourquoi les 5 millions premiers utilisateurs seraient différents des 5 suivants. Parce que c'est quand même très varié. Et alors attends, j'ai perdu mon point. Et le deuxième, c'est évidemment, en fait, c'est ultra important parce on reste une boîte. En fait, je reviens sur la partie modèle et en fait, il faut qu'on soit indépendant financièrement. Faut que Give, c'est un service d'audience, c'est un service qui coûte cher. Enfin voilà, il y a beaucoup de développement. Enfin, on a l'impression qu'on fait ça avec 3 bouts de ficelle. Non, c'est ultra compliqué. Le business des apps, c'est ultra relou, hein, parce que c'est, tu vois, Give, en fait, par exemple, nous, chez nous, on a 4 produits. On développe 4 produits. On développe une version iOS, c'est une version dédiée, une version Android, c'est une autre version dédiée, une version web, c'est encore une autre version, plus tous les produits de back-office, la modération, machin. Donc en fait, il y a énormément de développement et on n'est que 15, entre guillemets. Donc en fait, on a besoin de ressources. Et du coup, oui, il faut qu'on prouve l'équation économique de l'abonnement, que les gens comprennent que oui, c'est un no-brainer, quoi. L'avoir, c'est ta cotise annuelle, c'est des frais de service, et ça a du sens, c'est de l'argent extrêmement bien dépensé, quelle que soit ta bourse, parce que c'est l'idée. Et il faut qu'on embarque les pros. Il faut qu'ils se bougent les fesses. Il faut qu'ils s'équipent. Tu vois, aujourd'hui, il y a un trop grand écart entre leur communication et leurs actions. C'est très frustrant, hein, de les voir. Alors, et c'est pas toujours. C'est marrant parce que c'est pas toujours c'est toujours un peu pareil. C'est pas ceux qui communiquent le plus qui en font. C'est pas tout. Je réfléchis à ma phrase. C'est pas ceux qui communiquent le plus qui en font le plus. Tu vois. Voilà, nous, on travaille avec des partenaires où franchement, ils sont pas très visibles et finalement, ils se bougent. Tu vois. Mais parce que les boîtes, c'est des gens. Et si à l'intérieur, tu as des gens qui sont engagés, qui réfléchissent bien, qui comprennent que oui, ça peut être bon pour eux aussi. Bah oui. Donc il y a vraiment ça. C'est comment dire. Nous, on n'est pas des bisounours, on n'est pas des utopistes. L'impact n'ira pas sans notre indépendance financière. Donc, un modèle qui tourne, un modèle qui est attractif, etc. Et ça, tu vois, et c'est comme ça qu'on embarquera plus de gens, plus de teams, plus d'invest. Enfin voilà, qu'on scalera et que l'impact sera démultiplié, quoi. Et si tu avais des messages à faire passer aux gens, donc oui, c'est quoi tes grands messages à faire passer pour faire avancer tout ça, en fait? Oui, même au-delà du modèle financier de Give, pour changer les mentalités. Pour créer le réflexe. Pour créer le réflexe, ouais. C'est une très bonne question. Mais je pense qu'à ce niveau-là, le modèle actuel est pas... tu vois, nous, par exemple, avec Florian, on n'est pas des ayatollahs, on n'est pas des... Tu vois, là, je prends la parole parce que tu me le permets, parce que voilà, on travaille ensemble. Mais on n'a pas vocation à être très visible, c'est pas qui on est, c'est pas qui on veut être, et ça reste un projet collectif. Donc en fait les meilleurs ambassadeurs de
du produit, de l'appli, des valeurs, etc. En fait, c'est les utilisateurs eux-mêmes, tu vois. Moi, j'ai personne à convaincre, en fait. Et je pense que j'arriverais moins, par exemple, à te convaincre toi que si, je sais pas, ta meilleure pote t'en parle. Donc en fait, il faut que cette chaîne-là continue juste de s'allonger. Et d'ailleurs, c'est comme ça que, tu vois, on n'a jamais fait officiellement de lancement à l'international et on commence à avoir de l'audience en Belgique et en Suisse. Tout simplement parce que les gens, avec la géologue, ont commencé à avoir, parce que la géologue, ça n'arrête pas aux frontières. Donc en Belgique, ils ont commencé à avoir, parce qu'il y a de la presse francophone, etc., et à voir les annonces qu'il y avait à Lille. Donc les gens se sont intéressés, ont commencé à poster, et une audience a commencé à démarrer à Bruxelles, pareil en Suisse. Donc en fait, tu vois, c'est vraiment c'est une sorte de mouvement, de quelque chose qui peut prendre, tu vois, qui peut intéresser, qui peut bouger les gens sans qu'on force le trait, tu vois. Donc non, sur le modèle de déploiement d'audience, après oui, on pourrait accélérer, tu vois. On n'a jamais fait de pub télé. Demain, on a les moyens de faire une pub télé. Je pense qu'on tu vois, on déploie beaucoup plus. On n'a pas les moyens de le faire. Ce serait quoi le message si tu faisais une pub télé demain ou une pub radio? C'est quoi le message que tu veux faire passer? Tu vois, ça coûte très cher, donc tu as peu de temps, tu as 10 secondes, 20 secondes. C'est quoi le message clé? Je pense que pour être très efficace, et c'est ce qu'on faisait quand on faisait de la pub, en fait, je pense que l'adhésion se fait par le gratuit et la transfo se fait par l'expérience. Donc en fait, les gens rentreront par une plateforme où tout est gratuit, c'est impossible. Et puis si. Et après, au final, c'est en testant, donc en récupérant, en redonnant, que la rétention se fait et que les gens vont garder ça dans leur quotidien. Donc, je pense que, marketingment parlant, en disant il y a le bon coin du gratuit, il y a un Vinted du gratuit qui existe, il est français, etc. Et vous allez dessus, vous allez voir, il y a 1 milliard de trucs, trop cool. C'est forcément ça. Enfin, tu vois, et en fait, alors on voit à peu près l'impact que ça pourrait avoir, parce que quand on a la chance d'avoir des reportages télé, on en a quelques-uns, pas des millions, mais quelques-uns. Mais on a mis du temps, comme beaucoup de startups, je pense, à ne pas cracher, à ne pas avoir. Tu vois, il y a des passages télé où on a fait, je sais pas, 60, 70 000 téléchargements en quelques minutes, quoi. Ouais, c'est fou. C'est énorme. Et quelques chiffres là, juste parce que c'est quand même impressionnant. Tu disais, il y a 25 millions de dons depuis que vous êtes créé, qui sont passés par la plateforme. Tu as un peu une idée de l'équivalence en tonnes? Est-ce que ou là le flux actuel, si on parle là sur le là on est en septembre, août dernier, il y a eu combien de dons, il y a eu combien de personnes qui, en gros, ça impacte combien de personnes Give aujourd'hui? Par mois, c'est par exemple par mois, c'est à peu près 800 000 à peu près actifs, voilà. Sur l'année, parce qu'en dédupliquant, tu vois, par exemple, sur 2022, c'est 2,2 millions de personnes qui se sont connectées, qui ont scrollé, qui se sont baladées sur l'appli. Donc, c'est la moitié de notre base d'inscrits depuis la création de la boîte. Encore une fois, hein, ça se trouve, tu as un utilisateur qui a un compte, je sais pas, depuis 2018, qui n'a pas déménagé depuis, qui n'utilise Give que quand il déménage, et qui, à un moment donné, va, tu vois, dans 3 ans, va redéménager et se dire, ah bah oui, bah Give, évidemment, j'ai encore des trucs. Donc, ça représente ces masses-là. Mais pour te faire un parallèle, par exemple, avec Le Bon Coin, où il y a d'autres usages, hein, et puis ils ont d'autres services, Limo, ça machin, mais Le Bon Coin, c'est 30 millions par mois. 30 millions d'utilisateurs actifs par mois. Donc on a une marge. Et quelqu'un qui vend, c'est quelqu'un qui peut donner. Et quelqu'un qui achète, c'est quelqu'un qui peut récupérer. Donc, tu vois, par équivalence, tu te dis, on est loin du compte quand même. Et combien de dons, du coup, par mois? C'est à peu près entre, alors ça dépend des mois, mais entre à peu près 700 000. Sur l'année, c'est à peu près 8 millions de dons. Donc 700 000 et par jour, donc du coup. Par jour. Si sa calculette. C'est ça. Contrôle de maths, quoi. Non, mais c'est parce que c'est par jour, un week-end, par exemple, c'est. C'est 23 000 dons par jour. C'est 23 000 dons par jour. Et donc par heure, c'est 972 dons par heure. Et donc par minute, tu as 16 dons par minute sur Give aujourd'hui. Ouais, Aujourd'hui? Ouais. On se rend pas compte avec les gros chiffres. Mais je crois que c'est ça, de mémoire, sur les derniers calculs, c'était un don toutes les 3 secondes. Ça doit être dans ces eaux-là. Donc, exactement, un don toutes les 2,7 secondes, ouais. Juste en août là. C'est pas mal. Hein. Voilà, pour voir un peu l'impact qu'a Give aujourd'hui en France, et l'objectif est d'aller beaucoup, beaucoup plus loin. Mais ça reste une goutte d'eau, en fait. Exactement. C'est ça qui est fou. Qui est très frustrant. Ouais. Il reste, mais en fait,
Et encore une fois, il y a la partie visible, invisible de l'iceberg. Enfin, je suis sûr, mais tant mieux, ça va dans le bon sens. Voilà, restons positifs, restons optimistes. Ça va dans le bon sens, mais il reste énormément à faire, quoi. Mais déjà, tu as vu 7 ans avant, les gens, ils te regardent plus de la même manière. À mon avis, il y a 7 ans, quand tu as lancé cette plateforme de dons, bon, vous étiez là sûrement. C'est cool ton truc. Mais aujourd'hui, vous êtes vus un peu différemment, je pense. Aujourd'hui, on est tous là à aller sur Vinted, on est tous là à vouloir. Le monde a changé aussi un peu. Ouais. Donc, il n'y a pas de raison que. Mais c'est ça, les gens ne sont plus les mêmes, les mots ne sont plus les mêmes. Tu vois, on n'arrête pas de dire seconde vie, là, comme si on le disait depuis toujours. Mais non, en fait, on dit seconde vie depuis 3 ans, 4 ans. Tu vois, avant, on disait occasion. Tu vois. Un truc d'occasion. Puis personne dit occasion. Ça a l'air complètement désuet maintenant de dire, tu vois, de dire un truc d'occasion. L'occasion, quoi, c'était presque. Tu vois, là, pour le coup, l'occasion, ça fait cheap. Tu vois. Ouais. Bon, c'est une autre. Seconde vie, ça fait un peu chic et tout. Tu vois. Réemploi, tout ça. Et maintenant, reuse, tu vois. On est sur le seconde vie. Exactement le même business. Et c'est quand même amené l'expression la 3e vie, la 4e vie, la 5e vie. Parce que pourquoi ça s'arrêterait à. Ouais, mais et ça oui, c'est très dur à traquer, mais on l'observe. Par exemple, tiens, anecdote de cet été. Cet été, on a eu des users, et c'est pas le premier été. Il y a des gens qui vont sur leur lieu de vacances, qui récupèrent sur Give, et qui à la fin de leur séjour redonnent. Tu vois, par exemple, t'as pas envie d'emmener ta baignoire là, pour ton bébé, en plastique, qui prend énormément de place, qui est trop relou. Bah, il y en a qui arrivent sur leur lieu de vacances, ils récupèrent, et à la fin, ils redonnent. Du bon sens. Ultra don éphémère, tu vois, mais ça marche. Et et on le voit sur certains. Regarde, moi, rien qu'hier, véridique, encore une fois, c'est pas une posture. J'ai donné un meuble que j'avais moi-même. Alors, pour le coup, je vais être honnête, pas récupéré, acheté d'occasion chez Emmaüs, mais je l'ai remis sur Give et la personne était super contente. Et je pense est-ce qu'on peut revenir aussi sur la campagne que vous avez fait début de l'été sur Tudigo, parce que c'est une bonne validation aussi. Vos utilisateurs vous font confiance. Je sais pas si vous arrivez à traquer vos nouveaux investisseurs, du coup les 1500 personnes qui ont voulu accéder à l'actionnariat de Give étaient des givers ou sont des futurs givers. Alors oui, on a fait une levée participative au printemps dernier, entre mai et juin, qui a très bien marché, au-delà de nos attentes, pour être très honnête. C'est la campagne qui a le mieux fonctionné sur Tudigo, non ? Alors en termes de volume de contributeurs, on a éclaté les scores. En termes de montant levé, non. Parce que, en fait, Tudigo, à la base, ça reste quand même une plateforme qui a une communauté, mais d'investisseurs. Nous, on a amené notre communauté sur une plateforme d'investissement. C'est quand même très différent. Donc, le ticket moyen était beaucoup plus accessible qu'une campagne classique. Nous, c'était 500 € minimum. Je crois qu'ils n'avaient jamais fait moins de 1000, 2000 sur des levées qui faisaient peut-être en moyenne entre 5 et 10 000 € en ticket moyen. Enfin, voilà. Ça reste des invests. Des petits invests, mais des invests. Nous, c'est des gens, la majorité des gens n'avaient jamais investi. C'est-à-dire que parmi par exemple, tu pouvais investir en PEA. Donc, la majorité des gens n'avaient pas de PEA. N'avaient jamais investi, tu vois, dans une boîte, dans une startup, etc. Donc, tout le monde a dû créer un PEA pour investir dans Give, etc. Et c'est pour ça qu'on a créé un embouteillage en création de PEA dans leur banque, chez leur banque partenaire, là. Mais oui, c'est donc ça, oui. Donc, on a, en fait, la logique, c'était on a besoin de lever pour continuer, pour développer, pour structurer le B2B, etc. Allons solliciter notre communauté parce que maintenant il y a des boîtes qui permettent de le faire bien et on a bossé avec Tudigo et ça s'est très bien passé, ils ont très bien bossé et voilà, et on a eu en tout sur 2 mois, 1 mois et demi 1500 investisseurs. Mais c'est un choix fort quand même de se dire ok, on ouvre notre capital et on veut que une partie de notre communauté, ceux qui le souhaitent, enfin on s'associe avec eux, quoi. Oui, mais au final c'est franchement ça nous a pas, on n'a pas cogité plus que ça, tu vois. Pour nous, c'était naturel de se dire. De toute façon, on les a toujours beaucoup engagés depuis la création de la boîte. Là-bas, c'est quand même des communautés Facebook. On a embarqué sur une appli et puis on avait déjà fait alors c'était pas un crowd equity, mais un crowdfunding en pré-lancement. C'était 15 000 € à l'époque. Hein. Ça a l'air ridicule aujourd'hui, mais 15 000 € en 2016, donc c'était vraiment avant le lancement. Et il n'y avait rien, et pas d'equity, il n'y avait rien à gagner. Hein. On a fait quelques goodies et 2-3 suites et c'est tout, quoi. Donc en fait, non, c'était la suite logique et les gens étaient ultra contents. Je pense que, tu vois, on a reçu plein de messages positifs. J'ai toujours pas fini d'éplucher la liste des 1500 investisseurs. Qui sont beaucoup de votre communauté, tu disais. Plus de 80% viennent de notre communauté. Ouais.
C'est beau. Ouais, c'est très cool. C'est Et beau. puis l'entraide. ça vous rend redevable aussi. Parce que C'est très cool. perdre l'argent de Daphne, bon, ça va. Mais perdre l'argent de tes utilisateurs, Ouais, ça met une petite pression quand même. Ça met une petite pression. Non, je vais pas te cacher que. Mais de toute façon, tout comme on faisait pas n'importe quoi avec votre argent, et tu le C'est sais, clair. et tu le sais en plus, on va pas non plus faire n'importe quoi avec cet argent-là. Mais oui, là par contre, on s'est mis dans une. Là, on est sur une trajectoire, oui, où ce modèle-là, ça fait déjà, tu vois, 6-7 ans que la boîte existe. Bon, là, cette année, je pense qu'on va faire une belle année. Il y a des trucs très cool qui sont passés, qui arrivent là. Donc, non, en tout cas, la trajectoire va être bonne et on espère que la vision qu'on a eue se réalisera, quoi. Et du coup, comment tu restes, petite transition, 7 ans après, comment tu gardes et comment vous gardez avec Florian cette envie d'emmener Give, même s'il y a des hauts et des bas. 7 ans après, c'est quoi qui vous motive encore plus pour continuer l'aventure et pour amener Give? Tu t'essouffles pas, vous vous essoufflez pas? Vous n'avez pas envie de dire allez, on arrête. On arrête? Non, mais On fait autre chose? c'est beau, quoi. Vous avez une mission de dingue, vous faites un travail de fou, mais bon, c'est long, quoi. Ouais. Comment garder la motivation? Alors, il y a plusieurs points. Le premier, c'est la mission, l'impact, tu vois. Ça, c'est cool. Franchement, ça te rebooste à chaque fois. On a un SAV qui déborde de messages où les gens nous remercient et tout. C'est good vibe tous les jours, quoi. Alors, il y a des gens qui râlent aussi, hein, faut pas rêver. Même une plateforme de dons, il y a des gens qui râlent. Bah oui, c'est comme ça. Parce qu'il y a des bugs, non, mais pour un million de raisons, et ils ont raison, et évidemment, on prend le point. Donc, il y a ce sujet. Évidemment, la mission, plus que tout, tu vois, parce que c'est passionnant, tu vois. Le deuxième point, c'est que Give, c'est un produit pas fini, tu vois. Donc, tant que c'est pas fini, on s'en va pas. Quand ce sera fini, on s'en ira. Ouais. Non, mais tu vois, quand le truc sera sur des rails, etc. Donc, on démarre un truc, on le finit. Et après, la vérité aussi, c'est que, tu vois, moi, j'ai 39 ans, Florent en a 40. On a 3 mois d'écart. Et non, mais aujourd'hui, il y a aussi un truc qui est super important, et ça, je suis très transparent là-dessus. On travaille aussi dans de bonnes conditions. C'est-à-dire que, tu vois, comment dire, alors, on se paye pas des millions, mais on a largement, on a de bonnes situations. Voilà, la vérité, c'est que, voilà, on est bien financé, on travaille bien, on paye bien nos salariés. Il y a aussi ça, tu vois, enfin, est-ce qu'aujourd'hui, tu vois, 8 ans après, j'aurais accepté la situation dans laquelle j'étais il y a 6 ans, tu vois, pas de salaire, machin, galère et tout, alors que maintenant on est mariés, on est des gosses. Évidemment que non. Donc en fait, c'est aussi ça, c'est aussi parce que on a de bonnes conditions pour travailler et parce qu'on valorise ce qu'on fait, même si le modèle n'est pas encore mûr, machin, enfin tu vois. Voilà, et parce que, non mais, je ne suis pas je dis la vérité, non mais c'est vrai, voilà, c'est aussi important voilà, d'avoir la confiance de ses invests, de ses partenaires, d'être entouré, tu vois, on nous permet de bien bosser, donc c'est cool. Il n'y a pas une fois où vous vous êtes dit, on va pas y arriver. Mais ça me saoule. Non, mais c'est vrai. Et quand tu arrives avant. Franchement, je pense pas. Ouais. Je pense pas. Mais Non, en fait, non. Ce qui est chiant, c'est de tester et de rater. C'est pas tu vois, ce truc de on va pas y arriver. Non, parce qu'en fait, une fois que t'as raté, t'as déjà l'idée d'après ou OK, on sait ce qu'on va faire après c'est quoi le next step, tu vois. Donc, non, il y a pas de. Je me dirais ça le jour où vraiment on a épuisé toutes les options. Là, oui, là, je serais déprimé. Je fais bon. Et même pas déprimé, peut-être. Comment dire. Résigné, tu vois. On est allé au bout de l'histoire. Enfin, on a tout testé. On a tout testé. Tout, voilà. Et soit il n'y a plus d'argent, soit il n'y a plus l'énergie, soit il y a autre chose. Il peut y avoir un million de raisons, tu vois. Mais étant donné qu'on a encore énormément de marge de manœuvre, que toutes les conditions sont réunies à tous les niveaux pour qu'on puisse le faire, bah, tu vois, on continue, quoi. Et non, on a encore plein de on a encore plus d'idées et plus de potentiel. Je pense que, en fait, plus on avance, plus on se rend compte que c'est profond, quoi. Ouais. Donc non, c'est et puis le marché évolue, etc. Tu vois, en fait, on parlait tout à l'heure de la seconde vie et des pros. En fait, c'est le Far West. Hein. Personne ne sait comment.
On en parle beaucoup, mais personne n'est encore vraiment à un niveau professionnel là-dessus. C'est vraiment très frais comme marché, tu vois. Donc, regarde, moi, par exemple, quelque chose que je constate, beaucoup de retail veulent se mettre à la seconde vie. Et ça commence à ouvrir de manière un peu timide des petits corners. Allez, on va mettre 3 slips, là, seconde vie. Non, peut-être pas des slips, mais 3 t-shirts dans un coin, on dit que c'est de la seconde vie, tu vois. Moi, il y a un truc qui est basique. À partir du moment où, dans un supermarché, ou dans un magasin de fringues, t'auras pas dans le même rayon des trucs de seconde vie et neufs, mais déjà, il y a un problème. C'est qu'il y a, tu vois, on a une sorte d'ambivalence, là, de clivage de, non, la seconde vie, c'est là, le neuf, c'est là. Non, en fait, on est là pour acheter un fut. Donc, tu vas dans un rayon, il y a des fut, et seconde vie, pas seconde vie, enfin, peu importe, tu vois, t'achètes un fut. Donc, tu vois, en fait, et rien que ça, c'est des signaux où tu te dis, mais c'est pas frais, enfin, il y a encore des trucs à faire, tu vois. Alors que dans d'autres pays, voilà, il y a. Ah ouais, ils sont plus avancés. Ouais, il y a déjà des trucs, ou d'autres secteurs, tu vois. Des trucs, par exemple, chez les produits. Tiens, exemple. Moi, quand j'étais jeune, j'allais beaucoup chez Gilbert Joseph et Gilbert Jeune, tu vois, pour acheter des cassettes. Et j'achetais jamais le neuf. Et tous les CD, vieux, tous les CD étaient mélangés. T'avais tout mélangé, neuf, occasion, neuf, occasion, neuf, occasion. Tu vois, donc en fait, t'étais comme ça. Bon, tu trouvais un CD d'occasion, évidemment, tu prenais l'occasion, 3 fois moins cher. Et quand il n'y avait pas, bah oui, tu disais, bon, j'ai quand même envie d'acheter mon album de je sais pas qui, là. Tu prenais le neuf, mais par défaut, tu vois. En plus, t'es étudiant, t'as pas d'oseille. Enfin, voilà, ça c'est une enseigne qui a 60 ans, 70 ans, je sais pas combien. Tu vois, eux, ils ont capté. Tous les bouquins sont mélangés. T'as tout le neuf mélangé avec la seconde vie et il y a pas de sujet. Donc, tu vois, il y a encore du taf, quoi. Ouais, il y a encore du taf. Bah, c'est bien. Ça veut dire que c'est qu'une goutte d'eau et qu'il y a un océan, Bien sûr. un océan à aller chercher. Ouais. Est-ce que peut-être en conclusion, tu aurais quelques chiffres à nous donner sur en gros, pourquoi il faut agir maintenant, quoi. Pourquoi on marche totalement sur la tête aujourd'hui? Alors, encore une fois, moi, même si je suis plus expert, je suis pas un expert, tu vois. Je vais pas te ressortir les chiffres du GIEC, etc. Ouais. Enfin, que je ne connais pas, d'ailleurs. Enfin, j'en connais certains, mais si, je connais les grands. Mais en fait, j'ai pas envie de c'est un angle de communication que j'aime pas, tu vois, de l'urgence. C'est angoissant, c'est culpabilisant, et même moi, je fonctionne pas comme ça, tu vois. Et je pense que les gens feront une bonne action, déjà, petit 1, s'ils s'en rendent même pas compte. Petit 2, s'ils trouvent ça fun. Donc, ou s'ils ont un bénéfice à le faire. Donc, je pense que moi, je dirais plus, bah oui, je dis n'importe quoi parce que j'en sais rien, mais tu pourras, je sais pas, te rajouter une semaine de vacances si tu augmentes ta consommation de produits de seconde vie de 20% à 40%. Tu vois, je trouve ça beaucoup plus sexy que dire attention, on va tous mourir dans 10 ans parce que, tu vois. Non, si tu fais ça, en fait, tu vas pouvoir plus profiter, enfin voilà, tu peux faire plus de trucs, c'est même, ou alors, je sais pas, imaginons que, encore une fois, j'invente, j'en ai aucune idée, peut-être que c'est des trucs qu'il faut que je creuse, tu vois, c'est une bonne idée. Mais de dire, voilà, je sais pas, utiliser GIF toute l'année et donner, je sais pas, 90% de ce que tu donnes à la déchette, bah c'est 40 heures de plus passées avec tes gosses. C'est vachement plus cool, tu vois. Non mais, c'est peut-être ça. Ou 40 heures de plus à pioncer. Oui, plutôt que nous rabâcher sans cesse, oui, l'urgence, l'attention, vous avez tous... et surtout que des gens beaucoup plus compétents et peut-être le font déjà, tu vois. Donc non, c'est pas trop notre... Que du positif. Bah oui, mais parce que c'est comme ça que, tu vois, enfin, je pense qu'on va créer du déclic. Encore une fois, par exemple, GIF, c'est pas un service pour les militants. C'est un service pour monsieur, madame, tout le monde. Tu vois, faire passer un militant de sa consommation de seconde vie de 90 à 95%, ça n'a pas d'impact. Parce qu'en fait, des gars comme ça, c'est 1% des Français, tu vois. Par contre, faire passer la très grande majorité des Français d'une consommation de produits de seconde vie de 2% à 30%, là, tu as un impact énorme, tu vois. Nous, on travaille là-dessus. Top.
Canon, eh ben, écoute, on pourrait continuer à en parler pendant quelques heures, je pense, mais ça fait déjà 1 heure qu'on est Ça ensemble. fait 1 heure. Ah Ouais. bah voilà. Le temps que vous avez pris à écouter ce podcast, il y a eu 10 000 dons qui ont été faits sur Give. C'est vrai, mais c'est des images comme ça dont on a besoin. Donc merci à tous les givers qui ont donné pendant cette heure de Ouais, podcast. merci beaucoup. Et à tous ceux qui ont reçu aussi. Et ouais, Évidemment, exactement. évidemment. Bah oui, pour qu'il y ait des... Hakim, on Demain, pourrait il pas, va on pourrait pas faire ce podcast sans remercier Flo, qui est ton cofondateur et Évidemment. avec qui tu vis cette expérience depuis plus de 7 ans. Donc on, Pendant que je parle, lui travaille. Lui travaille. C'est vraiment Donc cool. un gros big up à Flo et à toutes les équipes de Give, bien sûr, Exactement. qu'on soutient aussi. Bravo à tous en tout cas pour ce que vous faites et nous, donc vous avez compris le message, passez, dites à votre voisin, votre meilleur pote, à vos parents de passer par Give, de télécharger Give et de donner. Essayez. Essayez Give. Et vous essayez. essayez, c'est l'adopter. Exactement. Et vous Et verrez, donner, c'est gagner. donner c'est Exactement. gagner. Exactement. Parlez-en autour de vous, cet épisode, et surtout de Give. Vous avez compris le message d'Hakim. C'est ça, il faut en parler autour de vous. Qu'est-ce qu'on peut rajouter ? Merci. Merci encore d'être Bah, venu merci à vous. nous Besoin de raconter. cette goutte d'eau, un Merci à vous énorme deux. océan Ah ouais. et un réflexe du quotidien. Exactement. On vous souhaite le meilleur. On vous suit. On continue à vous suivre, à vous soutenir. Bien entendu. Polo, t'es bien placé puisque tu suis Hakim et Flo depuis plusieurs Janvier années. 2018. Janvier 2018. Voilà, une belle histoire qui dure. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode, d'avoir écouté Hakim et Paul Baz. Merci Hakim. Merci. Salut à tous. Bye. Salut.